Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder un courant philosophique que j'ai eu l'occasion d'effleurer à de nombreuses reprises dans mes vidéos, mais que je n'ai encore jamais exposé pour lui-même. Ce courant philosophique, c'est l'empirisme, dont le représentant le plus connu est le philosophe anglais David Hume, mais c'est un courant philosophique dont on va trouver des ramifications dès l'Antiquité. L'empirisme, c'est ce qu'on appelle une théorie de la connaissance. Autrement dit, c'est une doctrine de la philosophie qui cherche à expliquer ce qu'est la nature de la connaissance et ce que sont les moyens de la connaissance. Autrement dit, l'empirisme va chercher à répondre à la double question « Que veut dire connaître ?» et « Comment connaît-on ce que l'on connaît ?» L'empirisme a connu ses heures de gloire au XVIIIe siècle, mais je disais que on en trouve des germes dès l'Antiquité, notamment avec la philosophie sceptique, mais également avec l'épicurisme, puis avec Aristote. Et pour comprendre en quoi c'est important, il faut d'abord que j'explique ce que nous dit l'empirisme. L'empirisme, du grec emperia, qui signifie expérience, c'est une doctrine qui nous dit que toutes nos connaissances, absolument toutes nos connaissances, proviennent de l'expérience sensorielle. Je précise sensorielle parce que si je n'utilise que le mot expérience, vous risquez de l'interpréter dans le sens courant du mot. Dans le sens courant, expérience, ça signifie la pratique, le vécu. Donc l'idée que nos connaissances proviendraient de l'expérience, ça signifierait que c'est à force de pratiquer quelque chose, c'est à force d'avoir du vécu dans un certain domaine, que nous développerions nos connaissances. Et en fait, c'est pas exactement ça que nous dit l'empirisme. L'empirisme nous dit que toutes nos connaissances proviennent en fait de nos perceptions. Et lorsqu'on parle de perception, on ne parle pas simplement de perception visuelle. La perception, ça désigne l'ensemble des phénomènes sensoriels par lesquels on appréhende le monde. Donc nos 5 sens font partie de l'expérience. Nos 5 sens sont des modalités de la perception. Toute connaissance provient de l'expérience, c'est ainsi qu'on peut résumer la doctrine de l'empirisme. Une fois qu'on a dit ça, on pourrait se dire, oui, la belle affaire. Évidemment que toutes nos connaissances proviennent de l'expérience, puisque si nous n'avions pas de contact sensoriel avec le monde, il nous serait tout simplement impossible de connaître quoi que ce soit. Toutes les connaissances scientifiques sont bien basées sur des observations. Quel sens y aurait-il à parler de connaissances indépendamment de notre expérience sensorielle, indépendamment de nos perceptions? Alors c'est une vraie question, qui est très légitime, mais il faut savoir que au XVIIIe siècle, l'empirisme était en concurrence avec une autre doctrine qu'on appelait le rationalisme, et dont le principal représentant était Descartes, dont on a déjà parlé dans une autre vidéo. Et pour Descartes, il n'est pas vrai que toutes nos connaissances sont issues de l'expérience. Pourquoi ? Parce que selon Descartes, il existe ce qu'on appelle des idées innées, c'est-à-dire des idées présentes dès la naissance, indépendamment de toute expérience. Lorsque l'on vient de naître, on n'a encore fait aucune expérience. Donc d'un point de vue empiriste, nous sommes ce qu'on pourrait appeler une toile vierge. Nous sommes un esprit sur lequel rien n'a encore été imprimé. Alors que pour Descartes, et pour les rationalistes, nous possédons déjà certaines idées, et même si ces idées ne sont pas encore développées, elles sont présentes en nous. Pour que ça vous paraisse le plus clair possible, ces idées innées recouvrent tout le domaine de la logique. La logique n'est pas quelque chose qui dépend de la perception. La logique, c'est une faculté de l'esprit, une faculté de l'entendement, qui n'a pas besoin de la perception pour exister. Si je dis par exemple que Jean est plus petit que Pierre, et que Pierre est plus petit que Paul, la conséquence logique, c'est que Jean est plus petit que Paul. Mais ça ne dépend d'aucune expérience. Je n'ai pas besoin d'avoir Pierre, Jean et Paul face à moi pour accepter la conclusion logique de mon raisonnement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un syllogisme. En logique, le syllogisme est parfaitement indépendant de l'expérience. On pourrait dire que un syllogisme est vrai indépendamment de la vérité du contenu des propositions. Peu importe que Pierre existe, que Paul ou que Jean existe, peu importe qui est plus grand que l'autre, ma conclusion reste vraie de par sa cohérence interne, de par sa cohérence logique. Donc voilà, très grossièrement résumé, ce que signifient les idées innées chez Descartes, et si je fais cette précision, c'est pour montrer à quel point
l'empirisme a pu apparaître comme une doctrine assez novatrice à l'époque moderne, une doctrine qui était loin de faire l'unanimité, parce que, pour certains, elle consistait à réduire les facultés de connaissance de l'homme. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail de cette doctrine et comprendre comment elle fonctionne. David Hume et les empiristes nous expliquent que toutes nos idées sont issues de nos expériences. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si on prend un cas concret, que l'idée de chaleur, qui est bien une idée, c'est-à-dire quelque chose d'abstrait, cette idée de chaleur, elle est totalement dépendante de nos expériences de la chaleur. C'est à force d'expérimenter la chaleur, c'est à force de sentir, d'éprouver la chaleur, que le concept de chaleur peut émerger et avoir un sens. Et c'est vrai que le concept de chaleur n'aurait strictement aucun sens pour un être qui serait dépourvu de sens, pour un être qui serait incapable, de par sa constitution physique, d'éprouver la chaleur. Ce serait comme de vouloir expliquer l'idée de profondeur à un être en 2 dimensions. Ça n'aurait strictement aucun sens. Donc il faut bien que nous soyons pourvus d'une sensibilité, au sens originel, qui nous permette d'appréhender cette sensation de chaleur, dont va dériver ensuite l'idée de chaleur. Autrement dit, qu'est-ce qu'une idée? Une idée, c'est la généralisation d'un certain nombre d'expériences qu'on va résumer dans un concept. Et cette transformation de la sensation en idée, c'est ce qu'on appelle un processus d'abstraction. Abstraire, c'est enlever, c'est retirer. Qu'est-ce qu'on enlève? Eh bien, on enlève le dénominateur commun à toutes les expériences de la chaleur, par exemple, et ce dénominateur commun-là, c'est le concept de chaleur, c'est l'idée de chaleur. C'est ce qui reste quand on a enlevé de toutes les expériences de la chaleur ce qui est propre à l'individu ou ce qui est propre au contexte. Parce que bien entendu, nous n'avons pas tous la même sensibilité. Ce qui sera perçu comme chaud par les uns ne sera pas forcément perçu comme chaud par les autres. Pour un Méditerranéen, 25 degrés, c'est pas spécialement chaud, comme température ambiante. Alors que pour un Belge ou pour un Danois, 25 degrés, c'est déjà chaud. Donc je disais que, d'un point de vue empiriste, une idée, c'est ce qui résulte de la généralisation d'une série d'expériences qui, à force d'être répétées, vont donner lieu à un concept qui va globaliser l'ensemble des expériences. Juste une précision, quand je parle du processus de l'abstraction, c'est-à-dire le fait de dégager de l'expérience une généralité, un concept abstrait, bien entendu, ce processus est inconscient. On ne se dit pas « Ah, ça y est, maintenant j'ai expérimenté suffisamment de fois la sensation de chaleur pour en déduire l'idée de chaleur ». Non, ça se fait de manière mécanique, ça se fait de manière automatique, à tel point que nous sommes tous globalement d'accord sur ce que signifient les différentes idées issues de nos expériences. Nous avons tous expérimenté la joie, nous avons tous expérimenté la tristesse, la colère, la fatigue, et c'est parce que nous avons tous déjà fait l'expérience de ces choses-là que nous sommes capables de nous entendre sur la définition de ces termes. Certes, il nous est fondamentalement impossible de savoir à quoi correspond la tristesse chez l'autre, parce que nous ne la vivons pas à sa place. Mais parce que nous l'avons déjà vécu, nous sommes capables d'en comprendre l'essence, nous sommes capables d'en comprendre l'idée. Donc c'est comme ça, selon les empiristes, que naissent toutes nos idées, à force d'expérience, par la répétition de la sensation, répétition qui, de par notre mémoire, va donner lieu à des concepts généralisants qu'on appelle des idées. Donc vous voyez ici, je pense, en quoi l'empirisme s'oppose radicalement au rationalisme de Descartes. Chez les empiristes, il n'existe pas d'idées innées, il n'existe que des idées acquises, acquises par l'expérience, acquises par notre rapport sensoriel à la réalité. Alors c'est important ici de préciser que, dans les sciences modernes, ce qu'on appelle les sciences dures, la physique, l'astronomie, la biologie, on utilise en grande partie cette méthode de connaissance qui consiste à partir de l'expérience, à partir d'une répétition d'expérience, pour ensuite en déduire des lois générales. Alors en science, c'est ce qu'on appelle l'induction, qui est le contraire de la déduction. La déduction, c'est partir d'une loi générale pour en déduire les cas particuliers. L'induction, c'est au contraire rassembler des cas particuliers, rassembler une multitude d'expériences localisées pour en déduire une loi générale.
et c'est assez compréhensible par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que la science, elle porte d'abord sur la réalité, c'est-à-dire sur ce que l'on peut percevoir. Il n'y aurait aucun sens à élaborer une science physique qui ne parlerait pas de la réalité. Or, comment connaît-on la réalité? On la connaît par l'observation, on la connaît par la perception. Il est donc logique que la perception soit à la base de la connaissance scientifique. Donc c'est ainsi que se construit la connaissance, dans une perspective empiriste. Nous naissons, nous sommes une toile vierge, nous sommes un corps et un esprit qui n'ont encore fait aucune expérience, et au fur et à mesure du temps, nous allons faire des expériences qui, pour certaines, vont se répéter, et qui vont donner lieu à l'émergence d'idées, c'est-à-dire de concepts généralisants, qui vont se cumuler dans le temps. Voilà pourquoi on parle de connaissances cumulatives dans l'empirisme, à savoir que, par définition, plus nous faisons d'expériences, plus notre connaissance s'enrichit. Plus nous faisons d'expériences, plus nous augmentons notre connaissance. C'est presque un phénomène mécanique. Alors évidemment, il y a des cas où cette connaissance peut régresser, c'est dans le cas de l'oubli, puisque la connaissance ne peut s'accumuler dans le temps que si on présuppose que nous conservons la mémoire de nos anciennes expériences, ou en tout cas la mémoire des idées issues de nos anciennes expériences. Mais si on oublie, bien à ce moment-là, les expériences qui auront eu lieu dans ce laps de temps que nous aurons oublié, bien forcément, elles vont être retirées de notre corpus de connaissances personnelles. Donc la connaissance présuppose la mémorisation, la connaissance présuppose le souvenir, et c'est vrai que dans notre vie courante, il nous arrive très souvent de réagir à une situation par rapport à nos expériences passées, et par rapport aux leçons de nos expériences passées. Si, quand vous étiez enfant, vous avez mis la main au-dessus du feu et que ça vous a brûlé, il y a de fortes chances pour que vous n'ayez pas renouvelé l'expérience pour vous en assurer. Parce que votre esprit aura associé la sensation de brûlure au feu, et le souvenir de cette sensation constituera pour vous une connaissance du fait que le feu brûle. Et d'ailleurs, on y reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais on pourrait presque critiquer ce comportement d'un point de vue empiriste, à savoir que ce n'est pas parce que le feu nous a brûlé une seule fois que ça signifie qu'il va nous brûler toutes les fois. Mais le fait est que, dans notre vie de tous les jours, on préfère quand même s'appuyer sur nos expériences passées pour réagir aux situations présentes, pour adapter notre comportement, nos réactions, à ce qui se présente devant nous. C'est tout à fait normal et je dirais presque que c'est tout à fait sain, parce que ne pas prendre en compte les leçons de l'expérience passée, c'est un petit peu agir comme un nouveau-né perpétuel. Ce serait agir comme un individu qui n'apprend rien. Or, qu'est-ce que veut dire apprendre? Bien, c'est retirer un savoir de notre expérience. Donc par exemple, si vous vous êtes rendu compte que par le passé vous étiez quelqu'un de trop gentil et que certaines personnes en profitaient, eh bien à un moment donné peut-être aurez-vous eu le déclic de changer votre comportement et par la suite de vous rendre compte que les gens profitaient moins de vous. Dans ce cas-là, vous aurez exploité votre expérience passée, vous aurez fait en quelque sorte l'inventaire des conséquences de votre comportement, et sur la base de cet inventaire, vous aurez adapté votre comportement par rapport à de nouvelles exigences. Donc, toutes nos expériences sont des sources d'enseignement, à la condition qu'on les mette en pratique, à la condition qu'on fasse coïncider nos actes avec nos connaissances. Donc je disais que toute connaissance présuppose la mémorisation, et que c'est parce que nous sommes des êtres temporels dotés d'une mémoire que nous pouvons apprendre, que nous pouvons progresser dans nos connaissances. Il y a donc une notion absolument fondamentale dans l'empirisme, c'est la notion d'habitude. Qu'est-ce que c'est qu'une habitude? C'est une action qui se répète de manière régulière dans le temps. Tous les matins, vous avez l'habitude de vous préparer un café, et cette habitude fait que vous êtes maintenant capable de faire votre café quasiment les yeux fermés. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus besoin d'investir votre attention, d'investir votre concentration dans quelque chose que vous avez fait tellement de fois que c'est devenu quasi automatique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la plupart des accidents se produisent dans des endroits connus, dans des endroits familiers, que vous avez l'habitude de fréquenter, justement parce que le niveau de votre attention va baisser mécaniquement. Vous n'avez pas besoin de produire un effort attentionnel pour adapter votre comportement dans une situation habituelle. C'est ce qu'on appelle la mémoire procédurale qui fait que vous êtes capable à la fois de démarrer votre voiture, d'allumer votre autoradio et de discuter avec la personne qui est à la place du passager.
Ce sont des gestes qui sont engrammés dans votre corps et auxquels vous n'avez plus besoin de porter d'attention. Donc l'habitude est une notion fondamentale de l'empirisme et en même temps, c'est aussi l'un des plus grands facteurs d'erreur. Parce que, si on veut être rigoureux, il n'y a rien qui prouve que ce qui va se produire demain sera conforme à ce qui s'est produit hier. Notre expérience, par définition, elle porte sur les événements du passé, pas sur les événements du futur. Donc par exemple, comment puis-je être certain que le soleil va se lever demain ? Je ne peux pas en être certain. Je ne peux pas en être certain au sens où je n'ai rien qui puisse me le démontrer. Pourquoi ? Parce que le fait que le soleil se lèvera demain, ça n'a rien d'une nécessité logique. C'est un phénomène physique qui, certes, a toutes les chances de se produire compte tenu des lois de la physique, mais rigoureusement parlant, je ne peux pas l'affirmer comme étant une certitude à 100%. Je ne peux pas être sûr à 100% que ce qui s'est produit pendant des millions, des milliards d'années va se produire demain. Quand est-ce que je pourrais le savoir ? Eh bien, je pourrais le savoir quand ce se sera produit. Je pourrais le savoir quand cette expérience appartiendra au passé. Parce que vous vous avancez dans une situation que vous ne connaissez pas encore, vous projetez sur le futur des considérations issues du passé, donc par définition, vous prenez un risque. Vous prenez un risque, vous faites un pari sur l'avenir dont vous ne pouvez absolument pas savoir si vous allez le gagner. Et donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la limite de l'empirisme, dont l'empirisme lui-même a conscience. Car David Hume le dit très bien, toute généralisation est abusive. Toute généralisation est abusive parce qu'on ne peut pas généraliser au-delà de notre expérience. Il n'y a pas de connaissance en dehors de l'expérience, il n'y a pas de connaissance au-delà de l'expérience, et toutes nos connaissances ne sont valables que dans le segment de l'expérience vécue. Toute généralisation est abusive tout simplement parce que la généralisation n'est pas un objet d'expérience. La généralisation n'est pas un objet d'expérience. C'est un procédé intellectuel, c'est un procédé spéculatif, mais ce n'est pas quelque chose dont on peut avoir une confirmation empirique. J'espère que vous saisissez ce que je veux dire quand je dis que la généralisation n'est pas un objet d'expérience. Ce que je veux dire, c'est que autant la chaleur, la colère, la fatigue, ce sont des objets d'expérience parce que ce sont des choses sur lesquelles vous pouvez poser des sensations, ou en tout cas poser le souvenir de sensations. Vous pouvez par exemple vous représenter visuellement quelqu'un de triste, quelqu'un de fatigué. Mais vous ne pouvez pas vous représenter visuellement ce qu'est la généralisation. Eh bien, parce que la généralisation n'est pas un objet d'expérience, Hume et les empiristes nous disent qu'il est impossible de généraliser au-delà de nos expériences. Alors évidemment, ça peut donner lieu à des conclusions un petit peu farfelues, ou en tout cas qui nous paraîtront farfelues, comme par exemple de dire que, depuis que nous sommes nés, nous avons vu autour de nous des automobiles qui possédaient 4 roues, et que donc il y a toutes les raisons de croire que toutes les automobiles possèdent 4 roues. En réalité, on ne peut pas l'affirmer, on ne peut pas en être sûr à 100%. Il peut très bien y avoir des voitures qui ont 3 roues, et d'ailleurs ça existe. Il peut y avoir des voitures qui ont 6 roues, 8 roues. Et donc l'idée qu'il n'existerait que des voitures à 4 roues sur la seule base de notre expérience, c'est-à-dire du simple fait que nous n'ayons vu que des voitures à 4 roues, eh bien cette généralisation est abusive. Cette généralisation est abusive puisqu'elle prétend étendre au-delà de nos expériences quelque chose qui provient uniquement de nos expériences. Donc c'est bien important de comprendre que l'empirisme, c'est un antidogmatisme. Antidogmatisme, ça signifie que, pour un empiriste, la vérité, ça n'existe pas. La vérité, ça n'existe pas parce que par définition, la vérité, c'est quelque chose d'universel et d'intemporel. La vérité, c'est pas quelque chose qui peut changer en cours de route. Ce qui est vrai, c'est ce qui est établi de manière immuable. Sauf que aucun être humain n'est immuable. Donc aucun être humain ne peut faire l'expérience de tout ce qui existe de tout temps. Donc l'être humain est fondamentalement incapable de dire quelque chose qui puisse être vrai de tout temps. L'être humain est incapable d'accéder à la vérité. D'un point de vue empiriste, tout n'est que croyance. Tout n'est que croyance, c'est-à-dire tout n'est que connaissance personnelle, connaissance issue de l'expérience. Alors bien sûr, les empiristes ne pensent pas que les connaissances rapportées, par exemple les connaissances scientifiques, ne soient pas valables. Les empiristes ne disent pas que tout ce qui provient d'autres expériences que la nôtre ne doit pas être cru. C'est pas ça. Ce que produit la science, ce sont des connaissances issues d'expériences que nous n'avons pas nous-mêmes réalisées, mais que nous pouvons parfaitement reproduire. Et c'est d'ailleurs l'un des principes de la science moderne, la reproductibilité. Nous sommes tous potentiellement capables
de reproduire une expérience dans les conditions dans lesquelles elle a été réalisée pour nous rendre compte que les résultats sont les mêmes. Donc lorsqu'on parle d'expérience, il ne s'agit pas de réduire à l'expérience individuelle. C'est pas seulement l'expérience subjective, ça peut être l'expérience collective, l'expérience de la communauté, par exemple de la communauté scientifique. Mais le fait est que même si on parle de connaissances collectives, même si on parle de savoir partagé, ce savoir n'est vrai que dans le cadre de ceux qui l'ont ou qui ont pu l'expérimenter. Il n'y a pas de vérité, car il n'y a pas de connaissance au-delà de l'expérience, et s'il n'y a pas de connaissance au-delà de l'expérience, il n'y a pas de connaissance de ce qui sera. Il n'y a pas de connaissance de ce qui sera dans le futur, puisque par définition, le futur ne nous est pas connu. Donc vous voyez qu'il y a dans l'empirisme une forme d'humilité épistémologique, c'est-à-dire une sorte de prudence vis-à-vis de ce qu'il nous est impossible de connaître par définition. Par définition, il nous est impossible de connaître ce dont nous n'avons pas fait l'expérience, il nous est impossible de faire l'expérience du futur, donc il nous est impossible d'avoir une connaissance de ce qui sera dans le futur. Alors, attention quand même, c'est que lorsqu'on dit qu'il nous est impossible d'accéder à une quelconque forme de vérité, qu'il nous est impossible de prédire que le soleil se lèvera demain, faut bien être d'accord. Pour Hume, il n'est pas du tout absurde de croire que le soleil se lèvera demain. C'est même une croyance parfaitement légitime, parfaitement rationnelle même. Ce qui serait absurde, ce serait de croire que tout ce qui s'est produit jusque-là ne se produira pas demain. On est bien d'accord. Donc c'est une croyance tout à fait légitime. Mais ce n'est pas parce qu'elle est légitime qu'on peut affirmer qu'elle est vraie. Ce n'est pas parce que cette croyance est rationnelle qu'on peut affirmer que cette croyance est une vérité. Vous voyez la différence? Vous pouvez avoir confiance en quelqu'un, ça ne veut pas dire que cette personne ne vous décevra jamais. Ça veut dire que vous faites le pari qu'elle ne vous décevra jamais. Donc tout n'est que croyance au sens où tout ce que nous croyons être vrai, nous le croyons être vrai. Alors ici, il y a un cas qui est souvent objecté à l'empirisme, et auquel l'empirisme d'ailleurs donne une réponse, c'est le cas de l'imagination. C'est le cas de ces images mentales que nous sommes capables de produire et qui pourtant ne résultent pas directement de notre expérience. On va prendre un exemple très simple. On va prendre l'exemple des créatures mythologiques. Par exemple, le Minotaure. Donc le Minotaure, c'est une créature mythologique, gardien du labyrinthe, et ce Minotaure a la particularité d'avoir un corps d'homme et une tête de taureau. Donc il est bien évident que, à moins que vous vous baladiez dans des endroits que je ne connais pas, vous avez rarement dû rencontrer des hommes à tête de taureau. Bon, donc on pourrait en déduire que cette création imaginaire du Minotaure contredit l'empirisme, puisque voilà qu'on invente une créature que personne n'a observée dans la réalité, à laquelle personne n'a été confronté dans la vie réelle. Donc on pourrait dire, voilà un exemple qui contredit l'empirisme, puisque le Minotaure n'est pas issu de nos expériences. La licorne n'est pas issue de nos expériences. Elles ne trouvent pas leur origine dans la perception. Oui, mais non. Oui, mais non, parce que le Minotaure, il est constitué de deux éléments qui, eux, par contre, sont des objets d'expérience. Tout le monde a déjà vu un homme, tout le monde a déjà vu un taureau, donc tout le monde est capable de se représenter la combinaison des deux. La combinaison de l'homme et du taureau, la combinaison de deux objets d'expérience. Donc ce que nous disent les empiristes, c'est que tout ce que nous imaginons, c'est-à-dire toutes les images mentales que nous produisons indépendamment de l'expérience, ne sont en réalité pas indépendantes de l'expérience, puisqu'elles sont des combinaisons, des associations d'objets d'expérience. Et faites l'expérience par vous-même, c'est le cas de le dire, essayez de vous représenter un être qui posséderait des caractéristiques, qui posséderait des éléments constitutifs dont vous n'auriez jamais fait l'expérience. Essayez d'imaginer. Vous allez voir que c'est pas possible. Vous allez voir que vous n'y arriverez pas. Parce que, par définition, ce dont vous n'avez pas fait l'expérience, vous ne pouvez pas vous le représenter. Et d'ailleurs, la meilleure preuve de ça, c'est qu'il nous arrive tous, par moment, de faire l'expérience de la nouveauté. Qu'est-ce que c'est la nouveauté? C'est l'intrusion d'un élément inconnu dans une situation connue. Il faut bien qu'il y ait une situation connue pour que la nouveauté puisse s'y introduire. Mais la nouveauté, c'est par exemple faire une expérience musicale, admettons,
Une expérience musicale qui ne sera en rien comparable à toutes vos anciennes expériences musicales. Ça existe, mais si on vous avait demandé, avant l'expérience, de pouvoir vous représenter une telle expérience, vous n'auriez pas pu le faire. Ça aurait été tout simplement impossible, tout simplement parce que vous ne disposiez pas de tous les éléments constitutifs de cette nouvelle expérience. Pour un empiriste, l'imagination, c'est donc la capacité à créer des expériences nouvelles, des objets nouveaux, à partir d'expériences ou d'objets connus. Voilà pourquoi, d'un point de vue empiriste, l'imagination est finalement quelque chose d'assez limité. Limité à ce que nous connaissons déjà, et à ce qu'il nous est possible de créer à partir de ce que nous connaissons déjà. Alors vous me direz, c'est déjà pas mal, parce que le nombre de combinaisons que l'on peut faire à partir de tout ce que l'on connaît est déjà proche de l'infini. Mais si on rajoute à ça le fait que nous ne connaissons pas tous les éléments qui existent, que l'expérience de la nouveauté est quelque chose qui peut nous arriver demain, bien dans ce cas-là, ça repousse encore les limites de ce qu'il est possible de connaître. L'imagination ne contredit pas l'idée que toutes nos connaissances proviennent de l'expérience. L'imagination nous montre à quel point nos connaissances sont déjà limitées. Et elles sont limitées parce que l'être humain étant lui-même un être limité, limité dans le temps, limité dans l'espace, limité dans ses capacités, bien l'idée que nous serions capables de nous arracher de cette limitation, de nous arracher de cette finitude originaire, eh bien c'est une prétention que les empiristes n'ont pas. Alors, et pour conclure cette vidéo, on pourrait certes faire le reproche aux empiristes d'un certain manque d'ambition, puisqu'après tout, leur discours consiste surtout à insister sur nos incapacités, ou sur les limites de nos capacités. Nous ne pouvons pas accéder à une quelconque forme de vérité, tout simplement parce que nous ne pourrons jamais faire l'expérience de tout. Nous ne pouvons pas créer de toutes pièces quelque chose de nouveau, parce que tout ce que nous créons, nous le créons à partir de ce que nous connaissons déjà, mais malgré tout, il reste possible d'inverser la vapeur, en se disant que ce qui reste possible, c'est la découverte de la nouveauté. Car si l'être humain est un être d'expérience, il est capable d'expérimenter ce qu'il ne connaît pas encore, et ça lui laisse de la marge. Ça laisse à l'homme la possibilité d'explorer tout ce que la vie a à lui offrir. Et la vie humaine regorge de choses que nous ne connaissons pas encore. On pourrait même dire que chaque seconde qui passe est en soi une expérience de la nouveauté. L'instant que vous vivez, actuellement, est un instant parfaitement nouveau pour vous. Chaque instant que vous vivez est un instant nouveau. Et si on adopte cette perspective, si on adopte ce point de vue selon lequel tout est nouveau, et à ce moment-là, on pourra se rendre compte que l'expérience du monde est loin d'être finie pour nous. L'expérience du monde n'appartient pas au passé. Elle appartient au présent, elle appartient au futur, elle appartient à ce que nous en ferons. Je vous remercie.